Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prima INSEE, mes premières parties. Diane, bienvenue. Un tigre aujourd'hui, je n'avais pas fait gaffe, je le vois. Regardez. Super. Diane, aujourd'hui, nous recevons 3 sportifs émérites qui vont faire 3 exploits pour 3 grandes causes. Ils sont assis bien sagement à la table. Il y a donc Christophe Santini, bonjour. Bonjour. Aurélia Randazzo, bonjour. Bonjour. Et Jacques Ségondi, bonjour tous les 3. Bonjour. Chacun dans votre spécialité, je le disais, vous allez faire un exploit pour une bonne cause. Christophe, on a bien compris que c'était pour la Marido, vous portez les couleurs. Aurélia, c'est pour le don du sang. Et Jacques, c'est pour l'association Les Petits Princes. Ils vous ont pas donné de t-shirt, les Petits Princes? J'ai pas. Comment ça se fait? Budget. Oublié. On attend. Vous l'attendez. Donc on va discuter ensemble. Là, on est avec vous jusqu'à 13h30. On va voir un petit peu votre préparation, la raison pour laquelle vous avez choisi ces associations. Et puis surtout, quels sont vos défis? On va voir que c'est assez impressionnant. Nous, avec Diane, on est assez impressionnés. Hein. On serait incapable. On serait vraiment incapable de faire ça. Voilà, c'est comme ça. Avant cela, avant de parler avec vous et de recevoir notre chroniqueuse du jour, Diane, ma chronique. L'histoire. Je ne sais même pas si je suis capable non plus, mais je vais essayer. Nous sommes le 27 mars, parce que j'ai toujours peur de me tromper. 27 mars, moins 47 avant Jésus-Christ, je vous amène à l'époque de Cléopâtre et de César. Que se passe-t-il ce jour de moins 47, un 27 mars, en moins 47? Eh bien, je vous rappelle un petit peu l'histoire. Cléopâtre et son frère Ptolémée VIII se font la guerre pour le pouvoir. Or, César va tout simplement enjoindre aux 2 souverains d'abandonner leur armée et de venir leur expliquer pourquoi ça ne va pas. Donc, ils vont s'y rendre. Mais comment va s'y rendre Cléopâtre? Elle va user d'un subterfuge puisqu'elle va se mettre tout simplement dans un tapis. Son serviteur va... C'est une légende, je ne sais pas certaine que ce soit vérifié. Mais je vous le raconte. Il y a toujours du vrai dans une légende. A me mi piacciono e volano ravigonte. Donc, elle est dans le tapis, enroulée. Elle est dans le tapis, on dit attention, nous avons un présent pour vous, César. Le tapis se déroule et c'est Cléopâtre qui est à l'intérieur. Il est bien sûr séduit, puisque Cléopâtre était douée de multiples charmes, elle était très intelligente, très belle, elle parlait plein de langues, elle était polyglotte, donc tout simplement, ce qui va se passer, c'est que le lendemain, César va se déclarer en sa faveur. Le lendemain, hein, attention, voilà. C'était en moins 47, et après on connaît la suite, puisque César va quand même avoir une belle relation avec Cléopâtre, il va même lui donner un fils. Voilà, je vous avais montré, on n'a aucun portrait de Cléopâtre, on ne sait pas à quoi elle ressemblait, Cléopâtre. Non, j'ai voulu vous mettre... C'est vrai, on ne sait pas. Voilà, je vous ai mis des gravures. Ça reste un mystère. C'est comme Christophe Colomb. Christophe Colomb non plus, on n'a pas de portrait de Christophe Colomb. Il y a des, comme ça, des personnages de l'histoire. On ne sait pas vraiment à quoi il ressemble. On n'a pas de photo. Hein. Non, non, mais c'est... Bon, non, tout à fait. Je voulais vous mettre la copine de Brad Pitt. On a un portrait, là. Angelina Jolie en Cléopâtre, mais ça le faisait pas. Ah, d'accord. 1757 maintenant, toujours un 27 mars, Pascal Paoli et une cinquantaine de ses hommes, poursuivis par Madre, nous sommes toujours donc sur la Révolution corse, est contraint de se réfugier à Alando, et il se retranche donc dans le couvent de Bozio, et il va être immédiatement assiégé. Cosa sada passa? Eh bien, una vi dico mica, posto che sapremo domani. Ah, vous nous faites par épisode maintenant. Par épisode, tout à fait. 1948, on saute les époques, nous sommes toujours en Corse, Saint-Prin-des-Noy, un avion britannique va s'écraser sur le Monte Carlo. C'était un 27 mars et c'était près de Saint-Pierre-de-Venaco. Il y a eu 19 morts au total. En 1948, vous dites? 1948, un crash qui est resté tristement célèbre. 1973, maintenant, toujours le 27 mars, pour la 2e fois de sa carrière, Marlon Brando va recevoir l'Oscar d'interprétation pour son rôle dans Le Parrain. On le voit ici, de Coppola. L'acteur refuse de se rendre à Hollywood pour recevoir son prix. Et que va-t-il faire? Eh bien, il va envoyer à sa place une jeune indienne, Apache, nommée Petite Plume. C'est assez banal pour un Indien, je trouve, mais Petite Plume, elle s'appelait, on devrait l'apercevoir. Il s'agit de Sachin Littlefeather, donc Petite Plume. Elle refuse l'Oscar décerné à Marlon. Pourquoi? Parce qu'elle va annoncer devant tout Hollywood que Brando refuse cet honneur à cause du traitement qui est réservé aux Indiens. Donc, ça va faire date, puisque au traitement donné aux Indiens dans les films, à la télévision, et dans la réalité aussi. Et d'ailleurs, depuis le début du même mois, dans la ville de Wounded Knee, dans le Dakota du Sud, eh bien, les Sioux occupent la ville et donc il y a tout un mouvement et Marlon Brando en devient un petit peu une figure culte. Voilà. Nous continuons 27 mars 1979. Maintenant, un tremblement de terre d'intensité 5 va secouer la région de Vignales.
Semindenoi. Donc, finalement, il y en a des tremblements de terre en Corse. Hein. Il y en a encore eu un dernièrement, là, à Ajaccio, il y a quelques semaines. Voilà, imperceptible souvent, mais il y en a. Systématiquement, la terre tremble. 1996 maintenant, pour nos amis, je dirais les petits et les grands qui nous suivraient. Vous vous rappelez souvent que le 27 mars 1797 eh bien, sortait le premier fruit de la collaboration de Disney et de Pixar. C'est un dessin animé que j'affectionne. Vous avez dit 1797, non, pardon, non 1996. Ah d'accord. Excusez-moi. 1996. C'est Toy Story. Ah oui. J'adore Toy Story. On a bien compris. Je suis un peu enfant. Toy Story, c'est un varigorda de Mika di Cioccolera. Eh bien, la Marie droit, Subidoawa. On retrouve un petit extrait. Vers l'infini et au-delà. Passé, je vous renvoie à ce magnifique épisode et à ce magnifique dessin animé. Moralité, il faut croire en ses rêves. Moralité, les défis, c'est beau. Les défis, ça a du bon. Voilà. Nous continuons maintenant avec les naissances, rapidement, puisque le 27 mars 1927 voyait le jour le violoncelliste Mislav Rostropovitch, figure culte de la musique classique. C'est vraiment, je crois, le violoncelliste le plus réputé du XXe. Il est virtuose, il a marqué, bien sûr, on le voyait jouer à côté du mur de Berlin. Et en fait, ce qu'il a voulu faire, Milan, c'est tout simplement essayer de rétablir un peu la balance, parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de partitions classiques jouées par des violons. Il a essayé de composer pour un petit peu rétablir l'équilibre et donner au violoncelle la place qu'il mérite. Parce que c'est beau, le violoncelle. Vous n'avez pas fait du violoncelle, vous c'est pour d'accord. 1968, le 27 mars, nous quittait le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin, premier homme de l'histoire à être allé dans l'espace. Il va mourir dans un accident. Pas de navette ni de quoi que ce soit, mais d'avion, dans un appareil prototype qui va tout simplement exploser en vol. Et puis je vais terminer avec une journée mondiale encore, il y en a tous les jours. C'est la journée mondiale de ceci, regardez. Ce n'est pas... Alors, qu'est-ce que c'est, Luc? Quand on ne sait pas, il faut se taire. C'est peut-être du rideau, non? Non, c'est la journée... Quand on ne sait pas... Ah non, je vais me retourner vers la table, peut-être que vous avez un avis. C'est la fête de quoi, ça, d'après vous? Je ne sais pas. Du théâtre. Exactement. Bravo. C'est la fête du théâtre. C'est Christophe qui savait. Bravo, excellente réponse. C'est à Vienne, en 61, au cours du 9e congrès mondial de l'Institut international du théâtre, qu'on a décidé que cette journée devrait être la journée du théâtre. Elle est fêtée dans le monde, dans une cinquantaine de pays, quand même. La journée du théâtre. Voilà, bonne fête du théâtre. Parce qu'en même temps, la télé, c'est un peu du théâtre, alors bonne fête. Ah ouais. C'est bon? C'est fini. Pardon? Ah, vous parliez entre vous, excusez-moi. Alors, je vais vous rejoindre pour surveiller un petit peu votre discussion. Et pendant que je vous rejoins, on va accueillir notre chroniqueuse du jour qui arrive, Caroline. C'est à vous. Caroline, comment va? Ça va bien, et vous? Impeccable. On est loin, là, aujourd'hui. Hein? On a les yeux loin du cœur. Caroline! Bravo. Caroline, parlez-nous un petit peu, justement, ça date de quand, cette mode des exploits sportifs pour des causes caritatives ou autres? Alors, ça remonte à il y a bien longtemps. Il n'y a pas vraiment de date précise. Par contre, je peux vous donner les premières fois, les premières initiatives qui ont eu, grâce à la couverture médiatique, un retentissement, soit national, voire planétaire. Et la première fois, c'était en mars 85. Écoutez et regardez plutôt. De temps là, la chanson. 6 minutes 45. Très exactement. Donc le collectif USA for Africa, donc le collectif qui se réunit pour contre la famine en Éthiopie en mars 85, 20 millions d'exemplaires vendus.
quand même, signé Lionel Richie et Michael Jackson, évidemment. Voilà. Alors, en France, un an après, on a 1986, la chanson des Restos, avec Coluche et Jean-Jacques Goldman, voilà, oui. Si vous voulez en parler trop vite. Et enfin, fin 88, Pour toi Arménie, donc là, plus dans la veine de We Are the World, Aznavour pour le tremblement de terre. Oui, mais là, Caroline, c'est pas des exploits sportifs. Là. Non, mais ça sortait un petit peu de l'appel aux dons, on va dire, classique. Pour ce qui est du sport, il y a en fait, c'est le Téléthon qui, en 87, a une couverture, là encore, nationale, avec France Télévisions, notamment, qui, pour tenir le rythme, voilà, de plus de 30 heures de direct, lance des défis sportifs, des manifestations un petit peu insolites, exceptionnelles, pour recueillir des dons. Voilà. Mettre ses muscles au service d'une cause, donc c'est donc vos défis. Alors on va commencer respectivement par, on va commencer avec le vôtre, tiens, puisque vous êtes une fille. On va voir la carte de votre exploit, parce qu'on est là quand même. Vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez faire? Expliquez-nous, Aurélia, vous. Donc le Tour de Corse à roller. Le Tour de Corse, rien que ça. Sur 800 km avec 8720 mètres de dénivelé. Donc par le littoral en partant de Calvi. Ouais, mais c'est-à-dire, parce que, oui, justement, comment vous allez faire le Tour de Corse? Il y a les routes, on se plaint toujours de nos routes. Par le bord de mer. Ah oui? Bord de mer, donc les pistes, enfin les routes ne sont pas forcément adaptées, mais c'est ce qui rend justement le challenge intéressant. Et donc, on va essayer de... On voit, hein, vous respectez complètement 800 km. Voilà. Vous commencez quand, ça? Le 19 avril, au départ de Calvi. Et jusqu'à ça quand? Va durer 13-14 jours. 13-14 jours, d'accord. Ça, c'est votre défi. Après, on va voir avec vous, Christophe. Vous, Christophe, c'est autre chose sans être autre chose. Oui, c'est quand même autre chose. Hein. C'est autre chose, voilà. Oui. Donc, c'est d'enchaîner 3 Ironman, pareil, sur la même distance, en Tour de Corse. Donc, en partant de la commune de Fresnil-di-Fiumo et en faisant le tour donc en passant par le Cap Corse, Saint-Florent, Ajaccio, on redescend, Bonifacio, et en passant par le littoral. 3 Ironman. On rappelle ce que c'est qu'un Ironman. Alors, un Ironman, quand on va le savoir... Les distances respectives, c'est donc 4 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, donc un marathon. Donc enchaîné sur 3 jours. Sur 3 jours. Vous commencez quand, vous? Le 7 juin. Le 7 juin. Le 7 juin, on démarre donc à 6 h du matin de la plage de Fresnil-di-Fiumo. Voilà, et pour... Donc 3 jours de suite? 3 jours de suite, c'est à peu près une quinzaine d'heures par jour. Voilà, enchaîné sur 3 jours, bien sûr. D'accord. Et puis vous, Jacques, vous rejoignez un petit peu l'esprit d'Aurélia, non? Vous voulez faire un tour de Corse simplement avec ça? Des baskets. Simplement avec des baskets. Qu'est-ce que c'est, voilà? Donc c'est du 30 juin au 13 juillet. Je parcours la Corse, donc pas au même titre qu'Aurélia, c'est-à-dire que je ne fais pas tous les points de Corse, on dira. Je fais environ 300 km sur 12 étapes. On va voir votre parcours. Regardez, vous allez les finir d'ailleurs Ajaccio, Cargès, jusqu'à Piane. Ensuite, vous dormez un petit peu, je pense. Après, vous repartez de Galéria, Calvi, Île-Rousse. C'est ça. Voilà, on continue. Après, vous allez directement San Giuliano, Ghisonaccia. Et puis, il y a le dernier tronçon, Porto Vecchio, Sartène, jusqu'à Petreto. Donc, vous faites et du littoral, vous, et de la montagne. Ça. Pourquoi vous avez choisi ce parcours-là, tiens, précisément? Alors, déjà, je voulais c'est pour visiter? Bon, c'est pas trop pour visiter, je connais un petit peu. Après, c'est surtout, j'ai voulu trouver quelque chose... Je suis conscient de mes capacités et je voulais trouver quelque chose de cohérent par rapport à ce projet. C'est-à-dire que je voulais pas viser trop non plus, en étant certain de pouvoir faire ce parcours-là. Et quelque chose de crédible pour les gens qui courent. Donc j'estimais que 300 km, ce qui fait à peu près le tour, était quelque chose de conséquent et abordable, on dirait. Vous partez le 30 juin? Je pars le 30 juin. C'est du 30 juin au 13 juillet. Au 13 juillet. Donc c'est vous qui devrez être le plus près des trois, là. Alors, vous représentez 3 causes respectives. Vous avez la parole. Jacques, pourquoi? Alors, pour quelle cause vous allez courir? Alors, pardon. L'association pour laquelle je fais ça, c'est l'association des Petits Princes. C'est une association qui s'occupe de réaliser en fait les rêves d'enfants malades, donc qui sont atteints de maladies graves, de cancer, de leucémie, maladies génétiques, et qui s'occupe de réaliser les rêves de ces enfants. Et donc, bien sûr, l'enfant, en réalisant ses rêves, trouve une énergie supplémentaire pour combattre la maladie. Et donc, j'ai été touché par ces projets. Et j'ai donc décidé de collecter des fonds pour aider justement cette association à réaliser les rêves d'enfants malades.
D'accord. Vous êtes dans le civil, vous êtes pompier? Je suis pompier, exactement. D'accord, donc on reviendra dans la deuxième partie de l'émission, bien sûr, pour voir votre entraînement. Simplement, vous allez récolter où vous récoltez comment? On reviendra aussi, mais expliquez-nous quand même comment ça se passe. C'est très simple. Mon moyen de communication, on dira qu'au jour d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui... Donc je ne sais pas si je peux le dire, bien mais sûr, le réseau social Facebook, Astrada Diasperens, qui est le nom de la course. Et sur ce site, on peut faire un don directement sur un site qui s'appelle Alvarom. Et c'est un site qui est spécialisé dans les dons, qui est en partenariat avec plusieurs associations, dont Petit Prince. Et donc la particularité, c'est que moi, il n'y a aucun argent qui transite par ma personne. C'est uniquement des dons par carte bancaire sur ce site spécialisé. Vous, Aurélia, vous avez choisi de... On dit rouler, patiner, patiner, rouler, glisser. Patiner pour donc le don du sang. Le don du sang, c'est ça. Pourquoi? J'ai travaillé en tant que technicienne de transport de sang. Oui. Donc pour l'EFS, je transportais donc sang et organes sur des hôpitaux. Donc j'ai décidé d'associer ma passion pour le sport et le roller à mon travail et de réaliser des défis sportifs à travers le roller. Mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas corse, vous, hein? Non, je ne suis pas corse. Pourquoi vous avez décidé de venir faire le Tour de Corse? Je suis niçoise. Et pourquoi la Corse? Tour de Corse parce que je connais pas mal la Corse. C'est une très belle île. Donc c'est une île de la Méditerranée. Je ne suis pas loin de la Corse. Ça n'a jamais été réalisé en roller. Il n'y a pas du tout de roller en Corse. Donc ça porte bien le nom de challenge, de défi. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et puis de faire un tour complet par le littoral, rencontrer des gens, partager des paysages magnifiques qui m'attendent. Voilà. Mais Aurélia, le don du sang, on attendrait du sang, pas des... Vous allez récolter quoi? Vous voulez récolter quoi pendant votre périple? Moi, contrairement à Jacques et à Christophe, c'est pas récolter de l'argent, mais c'est plus sensibiliser les gens au don du sang, donc aussi toucher à un public jeune et sportif. Donc encourager les gens à aller donner leur sang, se rendre dans les lieux de collecte et faire ce geste citoyen qui est de donner son sang. On n'y pense pas, c'est pas un réflexe, on n'y pense pas. On va demander, tiens d'ailleurs justement, est-ce que vous donnez régulièrement votre sang, tiens, Diana et Caroline? Pas assez souvent. Moi non plus. Et vous, Christophe et Jacques, tiens? Régulièrement. Oui, on le fait régulièrement. Ah oui, il y a vraiment... Ouais. Moi, je suis un peu comme vous, c'est vrai que je vous de temps en temps, hein, c'est évident. Christophe, qu'est-ce qui vous a poussé à être solidaire avec l'association Marido? Alors moi, c'était une rencontre que j'ai eue en 2007, donc pour mon premier championnat du monde de triathlon. Donc on a eu l'occasion de me présenter Catherine Riera, qui est la présidente de l'association. Donc on a très vite sympathisé et je veux dire, et pourquoi cette association? Parce que le cancer touche beaucoup de monde. C'est une association de lutte contre le cancer, hein. Donc elle aide avec des projets, elle intervient sur des projets et donc voilà, comme on se sent tous concernés par cette maladie de près ou de loin, et donc c'était un élan naturel. Spontané. Mais pourquoi tous les trois, vous avez décidé de vous mettre vos muscles au service d'une cause? Pourquoi vous n'êtes pas engagé dans une association? Pourquoi qu'est-ce qui... Christophe, Jacques. Moi, principalement, je suis passionné de sport depuis toujours. Hein. Même si la course à pied n'a pas été mon sport de prédilection au départ. Hein. J'étais footballeur. J'ai toujours fait du foot plus jeune. Il paraît que vous étiez un excellent gardien, on m'a dit. Hein. Je ne sais pas quelles sont vos sources, mais... Du côté de Forcioli, j'ai cru comprendre. Ah, d'accord. Hein, en Corse du Sud. D'accord, un bonjour au Forcioli, d'ailleurs. D'accord. Oui, donc j'ai fait du foot plus jeune et la course à pied est venue par le biais de mon métier. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc ça a commencé par des 10 km, des semi-marathons, marathons. Et puis voilà. Mais est-ce que vous vous dites qu'on touche plus les gens quand on court, quand il y a l'exploit? C'est vraiment c'est la meilleure façon de toucher les gens, c'est ça? C'est de montrer qu'on transpire Je pense, oui. On donne quand même de notre... Comme vous dites, hein, on donne de notre corps, c'est nos muscles. Après oui, même indirectement, on fait ça pour ces gens-là, que ce soit pour les personnes atteintes de cancer, les enfants. Et il y a un parallèle, finalement, dans le dépassement de soi sportif, au niveau sportif, et malheureusement dans la maladie. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent de la même façon. Donc l'issue, c'est sûr, n'est pas toujours la même, mais le combat du sport, du défi, est souvent le même qu'un combat sur une maladie. Voilà. D'accord. Il y a des questions de la rue. Tiens, on va commencer par la première, si vous le voulez bien. Certaines causes en Corse trouvent-elles plus de sponsors que d'autres?
Ah, les sponsors, ça c'est une bonne question, les sponsors. Avant que vous y répondiez, on va voir avec Non, oui, on va commencer avec vous, Caroline. Tiens, les sponsors, comment on fait pour trouver le sponsoring quand on fait des exploits comme ça? Comment ça se passe? Alors, il y a deux choses. On confond souvent le sponsoring et le mécénat. Alors, le mécénat, c'est en fait une dimension philanthropique. Le mécène donne sans attendre une contrepartie. Ce qu'il peut faire, c'est on va dire, associer son nom à l'événement. Le mécénat, c'est un don. Fiscalement, de manière comptable, c'est un don. Or, le sponsoring ou le parrainage, c'est plus un lien commercial. C'est de la vente d'espaces publicitaires. Par exemple, c'est un sponsor qui va financer en tout ou partie un événement qui peut être culturel, éducatif, humanitaire, environnemental, etc. Voilà, il faut bien faire le distinguo entre ces deux, puisque pour les émetteurs, la fiscalité sera forcément différente. Et il y a des exemples, de sponsors, avant de voir qu'il y a des contre-exemples, puisque vous, vous n'en avez pas de sponsor, justement. Enfin, vous en avez, mais d'abord. Alors, en fait, c'est très courant. Le mécénat et le sponsoring sont très courants aux États-Unis, un peu moins en Europe et en France, notamment. Alors, en Europe, on peut prendre l'exemple du FC Barcelone, qui a soutenu l'UNICEF pendant très longtemps. Je ne sais pas si vous voyez, vous visualisez le maillot du FC Barcelone, sans pub, mais simplement avec le logo UNICEF. Bon, et bien maintenant, c'est fini. Il a revendu cet espace-là pour 170 millions d'euros à la Fondation du Qatar. Voilà. En France, maintenant, il y a une grande marque de bonbons, de friandises qui s'est associée à l'équipe de France de basket en 2009, qui a offert donc des maillots aux enfants, ainsi que 1000 séjours de vacances pour des enfants défavorisés. Ça encore, c'est un exemple. Et encore une grande marque de grande distribution qui s'est associée à l'équipe de France de football cette fois et qui a permis à des enfants atteints de maladies cardiaques de se faire opérer à moindre frais. Voilà, on le voit, c'est souvent en direction des enfants et pour des opérations, on va dire, sportives ou culturelles. Et alors vous, des sponsors, vous en avez? Oui. Oui. Heureusement, parce que ça fait partie intégrante d'un défi, je veux dire. Il n'y a pas de défi sans sponsor, parce que c'est vrai que ça demande une certaine logistique et une certaine mise en place. Et c'est vrai que sans sponsor, je veux dire, c'est irréalisable. Mais est-ce que c'est une autre partie du défi, justement, de trouver des sponsors? La plus dure. C'est la plus dure, carrément, Christophe, selon vous? C'est la plus difficile, pour moi. Oui. Après. Pourquoi? Parce que, je veux dire, bon, la partie sportive nous prend déjà énormément de temps. Et c'est vrai qu'ensuite, la démarche sponsor, elle vient s'ajouter à ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que, bon, on sait qu'il y a un tas d'associations. Les gens sont très, très sollicités de nos jours. Et il est difficile, même avec un projet qui tient la route, Enfin, oui, mais vous avez des sponsors, mais là, vous avez beaucoup de choses. Sur la table, vous avez des baskets, il y a le vélo. Ça, on ne vous les a pas offerts, pour le coup. Non, il y a beaucoup de... Donc, vos sponsors, ils vous servent à quoi, alors, ceux que vous avez? Alors, les sponsors, on dira que, comme disait Christophe, au niveau de nos différents challenges, il y a une partie logistique. Cette partie logistique, il faut qu'elle soit financée. Donc, automatiquement, il y a une démarche personnelle. On va à la recherche de sponsors justement pour financer cette logistique. Alors la logistique, ça dépend bien entendu des différents challenges, mais ça peut regrouper l'hébergement, le ravitaillement, l'équipement sportif, le transport aussi. C'est toute cette partie logistique qui est indispensable. Qui est indispensable, vous bien entendu. Vous avez des budgets de combien, tiens, tous les trois? Vous, c'est un budget de combien pour faire cette... À peu près 4 000 euros. 4 000 euros. Donc vos sponsors vous ont permis de réunir cette somme de 4 000 euros. Tout à fait. Vous, Aurélia? Moi, sur 15 jours en roller, on va dire 1 500 euros. 1 500 euros. Parce que le truc, c'est que je vais dormir en fait chez l'habitant. Expliquez-nous. Donc ça fait partie un peu du projet, de l'aventure. Ce ne sera pas d'aller à l'hôtel, mais vraiment d'aller à la rencontre des gens pour les sensibiliser un peu plus, justement, leur expliquer mon projet, pourquoi je le fais. Parmi eux se trouveront peut-être des futurs donneurs. Donc vraiment aller chez eux, partager un repas, une discussion. Mais vous les avez déjà nuit. Sélectionnés ou vous allez vous retrouver le soir Comment ça se passe? L'accord, c'est pas très grand. Donc, le projet a bien fait parler de lui ici grâce aux médias en Corse. Donc, Corse Matin, Corse Net Info, qui est un site d'information corse. Donc, France 3 aussi ici. Donc, les gens savent plus ou moins, sont au courant du projet. Mais vous savez, vous allez dormir ou pas encore, là? Plus ou moins. J'ai des contacts dans des villes, des gens qui savent que j'arrive, qui m'attendent, et puis d'autres non. Ça fait partie aussi de l'imprévu, de l'aventure et du périple aussi. Vous serez toute seule, vous, par contre? Voilà, moi, je serai toute seule. Vous, il y aura seule. une équipe. Et vous, Christophe, il y a une équipe aussi. Donc, à combien c'est votre exploit?
Moi, ça aussi entre 15 et 20 000 euros quand même. Ah, quand même. Parce qu'il y a toute une équipe, il y a toute une logistique. Hein. C'est 3 jours, c'est 3 longues journées. Donc j'ai été obligé de m'entourer de médecins. Donc j'ai un préparateur physique, il y a un coach qui vient coordonner tout ça. Il y a pas mal de monde. Donc, et vous aussi, vous avez réuni la somme? Non. Pas encore? Non, non. Donc on fait un appel. Mais on a encore une demi-heure de toute façon pour lancer un appel. On a bien compris que vous êtes avec nous jusqu'à 13h30. On va parler justement de cette préparation physique parce que c'est pas, on ne s'improvise pas comme vous êtes. On ne s'improvise pas comme vous êtes, non. Hein, Caroline? N'est-ce pas? D'accord. Alors on se retrouve dans 5 petites minutes pour parler justement de la préparation physique et des exploits sportifs et de voir un petit peu comment vous pouvez les aider concrètement. Allez, à tout de suite.